de l'écrivain africain qui, depuis 1992, est célébré. Une journée qui vise à valoriser ces auteurs noirs qui ont marqué à travers leurs œuvres. Et pour en parler, nous recevons un écrivain africain camerounais très célèbre. Il est également éditeur, universitaire, militant panafricaniste. Il s'agit du professeur Koumandoumbé III. Professeur Alexandre Koumandoumbé III, et bienvenue sur le plateau. Bonjour, professeur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, c'est vrai que l'on vous appelle communément Prince Koumandoumbé III, et beaucoup de personnes ignorent que vous prénommez Alexandre. Vous êtes l'héritier légitime du trône de Lok Priso, qui est l'un des rois Sawa les plus importants. Oui, c'est exact, c'est exact. Alors, professeur Koumandoumbé III, vous êtes sur ce plateau à la faveur de la célébration de l'écrivain africain, vous-même qui êtes écrivain. Alors, à partir de quel moment vous avez commencé à écrire? Vous avez quel âge? Oh là là. Et votre premier livre portait sur quoi? J'ai commencé à écrire très très jeune. Oui. Très jeune. J'ai commencé à écrire, c'était dans les années 59-60. Oui. Et je me rappelle que j'étais beaucoup avec les prêtres à l'époque et Monseigneur Albert Ndogmo avait corrigé mes manuscrits. Mais après ces manuscrits-là, j'ai perdu ça. Je suis allé en Europe. Mon vrai livre, le premier que j'ai publié, c'était en 1968. 1968. Voilà, Lumumba der Zweite, Lumumba II. Parce que je l'avais écrit en langue allemande. Je ne maîtrisais pas encore le français. Il faut préciser que vous êtes parti du Cameroun très jeune pour aller poursuivre vos études en Allemagne. C'est ça, oui. Donc, je ne maîtrisais pas vraiment le français. Donc, mes premiers livres, mes vrais livres, les premiers étaient en langue allemande. C'est pour ça que, et c'est celui-là, Lumumba der Zweite, c'était ma réaction un peu à l'assassinat de Lumumba. De jeunes écrivains très révoltés, de voir ce qui s'était passé au Congo. Et parce que quand on parle de panafricanisme, nous-mêmes, nous autres qui avons vécu ces événements, on ne pouvait plus penser au niveau de la petite nation dans laquelle nous vivions. Mais là, de toute façon, moi, j'étais déjà en Allemagne. Et les journaux, je voyais à la télévision, dans les journaux, qu'est-ce qu'on a fait de Lumumba? C'était très grave. C'est pour ça que mon premier livre... C'était Lumumba der Zweite. Alors, aujourd'hui, en 2024, vous avez combien d'ouvrages à votre actif? J'ai, par la grâce de Dieu et je crois l'encadrement de mes pères et de mes mères, pu publier plus de 60 livres. 60 livres. Qui existent. Et ces 60 livres, comme j'ai dit, les premiers là étaient en langue allemande. Ensuite, j'ai commencé à publier à Paris en 1973. Oui. J'ai publié plusieurs pièces de théâtre à l'époque. Mais j'ai publié, les plus de 80 livres sont donc en allemand, en français. J'ai aussi publié un peu en anglais, parce que quand je suis allé aux États-Unis en 1975, j'ai interrogé les grands leaders noirs américains. Parce que je voulais savoir qui ils sont. Et eux aussi, ils voulaient savoir c'est-à-dire quelle est l'importance de l'Afrique pour eux. Et c'est pour ça qu'à l'époque, j'ai donc publié le livre Africa is Calling, African Americans Stand Up for Africa. Mais j'ai publié aussi dans ma langue. En langue douala, oui, bien sûr. Vous voyez par exemple ici Dimbambela Sawa. Dimbambela Sawa, c'est-à-dire les us et coutumes douala des Sawa. Et ça, c'est grâce aux vieux qui avaient confectionné ces us et coutumes dans les années 1920-1930. D'accord. Et ce livre aide beaucoup de gens, beaucoup de Sawa. Mais mon tout dernier livre que j'ai publié il y a à peine un mois, c'est la 3e édition de ce livre restitué à l'Afrique, ses objets de pouvoir,
de culte et d'art. Et des manuscrits. Nous avons beaucoup de manuscrits africains. Qui sont dans les musées européens. Absolument. Et nos objets d'art. Et dans le travail que nous faisons à Afrique à venir, on a un projet maintenant, non seulement pour que ce débat qui est maintenant un peu général de restitution, qu'on nous restitue les objets entre guillemets, mais aussi les manuscrits. Les manuscrits. Alors aujourd'hui, professeur Kouma Ndombé, vous n'êtes pas que écrivain, vous êtes éditeur. Vous avez une maison d'édition, vous publiez des ouvrages de nombreux écrivains camerounais et africains et voire même canadiens. Oui. Parce que je me souviens de Martine Jacot, dont la maison a publié l'ouvrage il y a quelques années. Mais Martine Jacot, c'est une Canadienne blanche qui vit au Canada. On a donc publié ce premier livre, mais actuellement, nous avons publié 4 de ses romans. Oui. Nous sommes à Bonabéry, elle est au Canada, mais nous avons publié 4 de ces romans et le dernier va sortir, j'espère, d'ici la fin de l'année. Alors pourquoi vous vous êtes lancé dans l'édition? Pourquoi vous ne vous êtes pas contenté de l'écriture? Non, parce que j'ai compris très vite l'importance de l'édition, l'importance du livre. Même si chez nous, on n'a pas encore vraiment compris l'importance du livre. Oui. Parce qu'on va à l'école, il y a les programmes scolaires, et une fois qu'on a fini l'école, on oublie le livre. Mais on sait que dans le monde, le livre est très important. Alors moi, j'étais buté à une difficulté. Laquelle? J'ai écrit 11 livres, 13 livres en langue allemande. Et j'ai compris que, attention, je ne plaisais pas aux Camerounais, aux éditeurs allemands. Oui. Ce que je disais de ma vision du monde, de l'Afrique, de cette Afrique qui est exploitée, dominée, ça ne plaisait pas à l'époque, attention. Et vous, à votre qualité d'écrivain africain, c'était légitime. Oui, mais ils n'étaient pas habitués à ça. Ensuite, quand je suis allé en France pour faire mes études, j'ai continué à écrire. Alors, j'étais à Lyon, je suis allé à Lyon, j'ai commencé à publier, mais très rapidement, je me suis aussi rendu compte qu'en France, il y a une espèce de ligne éditoriale française. Si vous, Africains, vous ne la respectez pas, on ne vous publie pas. Et il faut que vous puissiez vous accommoder. Alors, c'est la raison pour laquelle vous avez décidé de mettre sur pied... moi j'ai dit non, j'ai compris que avec ça, tout ce que vous pouvez écrire, inventer en tant qu'Africain, ça ne va pas aider l'Afrique. Si vous êtes conditionné, parce que pour qu'ils vous célèbrent, qu'ils vous donnent les grands prix, etc., vous devez être dans leur esprit, disons, dans leur ligne éditoriale. Dans leur ligne éditoriale. Vous ne pouvez pas dénoncer. Non, c'est de bonne guerre. Voilà, c'est de bonne guerre. Donc c'est pour ça que moi j'ai dit, all right, c'était terminé. Et quand je suis rentré au Cameroun en 1979, je me suis dit, je n'envoie plus aucun manuscrit à un éditeur à l'étranger, en Europe. Donc j'ai créé une maison d'édition et beaucoup quand même d'auteurs. On a déjà publié plus de 500 auteurs de 4 continents, pas seulement des Camerounais ou des Africains. L'exemple que vous connaissez vous-même, c'est très bien. Martine Jacot. Professeur Kouma Ndombé 3, aujourd'hui, nous sommes le 7 novembre et nous célébrons l'écrivain africain. Nous avons connu de nombreux écrivains africains dont les programmes étaient inscrits dans les programmes scolaires, dont les œuvres étaient inscrites dans les programmes scolaires. Nous avons connu de nombreux écrivains africains dont les ouvrages étaient recommandés comme manuels scolaires. Beaucoup plus venaient du Sénégal, les Cheikh Anta Diop, on a eu plein. Alors, pourquoi on a eu les Mongo Betty du Cameroun, mais ils sont de plus en plus rares aujourd'hui, en 2024, ces écrivains camerounais, je veux dire africains, dont les œuvres sont inscrites dans les programmes scolaires. C'est dû à quoi? Quelle est même la situation des écrivains africains en 2024? Nous sommes dans un dilemme profond. Oui. C'est-à-dire que pour être écrivain africain même, tu dois écrire en français ou en anglais ou en portugais, c'est-à-dire dans une langue coloniale. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore décolonisé l'écriture.
Et si tu n'écris pas en français, en anglais, c'est-à-dire dans une des langues coloniales, portugais, etc., tu n'es pas écrivain parce qu'on ne va même pas t'éditer. C'est pour ça qu'à Afrique à venir, nous éditons déjà dans 20 langues camerounaises. Vous voyez, par exemple, nous avons cette série qu'on appelle Quand les anciens parlent. Par exemple, ça, c'est au nom de la civilisation, c'est en Ewondo. C'est en Ewondo. Celui-ci est en Bassa, avec une traduction française. Les Bassa dans le Njogmasi colonial. Bon, ou en Pidgin. Par exemple, Papa Lambé de Bouya. Bon, mais ça, c'est parce que notre maison d'édition a compris. Ou alors, vous voyez les contes comme ça. Masomandala. C'est en Douala. Voilà, Djeklan Djamba, non. C'est en Douala. Donc, mais combien de maisons d'édition font cet effort? Donc aujourd'hui, l'écrivain africain devrait d'abord écrire en son langue ou en son dialecte pour pouvoir se revendiquer être écrivain africain. Vous voyez, je vous ai apporté ici ce livre, le trésor des manuscrits de Tombouctou. Vous avez ici les langues, les écritures africaines. Mais aujourd'hui, qui peut déchiffrer ces écritures africaines? Peut-être il va falloir qu'on ait une école. Non, mais on a été colonisé. C'est-à-dire qu'on a effacé la mémoire de l'Africain. Tous ces gens-là, ils écrivaient dans leur langue. N'oublions pas, et je répète toujours, l'Afrique est le berceau de toute l'humanité. Et l'Africain, l'homme noir, est là depuis 330 000 ans. 330 000 ans. Maintenant, quand on dit écrivain africain, ça veut dire que c'est ceux qui écrivent depuis quoi? Maximum une centaine d'années. Donc, de 330 000 ans, tout ce qui était là avant, c'est où? Donc, ça veut dire qu'on n'écrivait pas. Il fallait que le blanc vienne ici d'abord pour qu'on commence à écrire. Et il faut décoloniser l'écriture. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire alors? S'il faut décoloniser, ça passe par quoi? Par des écoles? Ou alors, est-ce que le gouvernement a sa part de rôle à jouer dans cet état des choses? Mais bien sûr, il faut d'abord comprendre que vous ne pouvez pas être libre tant que vous dépendez de quelqu'un d'autre. Si vous devez d'abord attendre de maîtriser la langue de l'autre pour articuler votre pensée dans sa langue, vous allez buter quelque part. D'accord. Est-ce que les Français peuvent accepter qu'on leur impose le chinois pour pouvoir articuler leurs pensées et leurs stratégies? Ou bien est-ce que les Chinois vont accepter aujourd'hui qu'on leur impose le français ou l'anglais? Non. Mais ce n'est que les Africains qui ne comprennent pas encore. D'accord. Et on parle de l'écrivain africain. D'après vous, professeur Koumandoumbé III, qui est l'écrivain africain qui vous aurait marqué? Ou alors qui est le plus grand écrivain africain? Grand par ses œuvres, bien entendu. C'est une question très difficile. Oui. Très difficile. Bien sûr, Cheikh Anta Diop nous a tous marqués. Oui. Bien qu'il écrivait en français avec la langue du colon. Oui, mais il a traduit la théorie de la relativité de Einstein, il a traduit en Wolof. Oui. Bon, mais ça, ce sont des essais pour dire que c'est possible, c'est faisable. Donc, c'est le courage politique. Le courage politique qu'il faut, surtout aux pays francophones. Les pays francophones sont vraiment mentalement colonisés encore. Je le dis avec beaucoup de responsabilité. Les pays anglophones font beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts pour promouvoir leur langue. Pour promouvoir leur langue. Alors, le plus grand, vous me demandez le plus grand. Moi, je ne sais pas, c'est vrai, Cheikh Anta, c'était une véritable sommité. Et je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut encourager la créativité. Et voilà, pour terminer, professeur Koumandoumbé, qui a été le premier écrivain d'Afrique? Mais le premier écrivain d'Afrique, vous voulez dire donc pendant la période coloniale? Oui, ce n'est pas un le premier écrivain qui a écrit, ou alors on va dire le premier Africain qui a qui a été reconnu à l'international à travers son ouvrage. Attention, oui. Je dis bien que nous avons été là depuis 330 000 ans. Oui. C'est là qu'il faut chercher. C'est là qu'il faut chercher, non pas, disons, pendant la période coloniale. Il ne faut pas que, moi, vous voyez, je me suis dit, je ne veux pas être reconnu à l'international, pour ainsi dire, et pour que je sois quelqu'un. Maintenant,
Je suis dans mon village à Bonabéry, mais on m'appelle pour me découvrir en Amérique, etc. Et quand je vais là-bas, je me dis, mais vous me connaissez même où? Puisque moi, je ne fais même pas de bruit. Il faut seulement écrire. C'est une obligation parce que la nation en a besoin. Et c'est le message que vous adressez aux écrivains camerounais et africains qui vous regardent en ce moment. Il faut écrire. J'ai dirigé l'association des poètes et des écrivains du Cameroun pendant 10 ans. Il faut écrire et il faut exceller. Il ne faut pas faire une autocensure quand on écrit. Voilà, il ne faut pas faire une autocensure quand on écrit. Professeur Koumandou Bertroy, c'est sur ce que nous mettons un terme à cet entretien, à cette interview, à cette autre édition de Un jour, un événement. Merci. D'avoir trouvé du temps pour venir sur ce plateau, parce qu'aujourd'hui, on ne vous déplace plus comme facilement, surtout que vous êtes un roi, vous avez tout votre domaine du côté de Bonabéry. Vous l'avez dit, merci tout de même d'avoir fait le déplacement et pour être sur ce plan. Mesdames, Messieurs, c'est ici que ça